Y a pas à dire. Être dévisagé en permanence par ces portraits, ça fout mal à l'aise. Je suis employé ici en tant que veilleur de nuit au musée de Besançon. Et très honnêtement, étant quelqu'un d'assez discret, qui aime le calme, la solitude, la nuit, cette fonction me va plutôt bien. J'ai l'impression d'être Ben Stiller dans La nuit au musée. Sauf que tout ce qu'il y a ici ne prenne pas vie, bien évidemment. Enfin, je crois. Après, veilleur de nuit, il n'y en a pas que dans les musées, il y a aussi dans les établissements scolaires, hospitaliers. Il y a aussi veilleur de jour dans une boîte de nuit, ou encore gardien de nuit dans une pizzeria. Quoique la pizzeria, ça m'aurait moins plu. Five Nights at Freddy's est un jeu vidéo point and click de type Survival Horror, créé en 2014 par un développeur indépendant du nom de Scott Cotton. Dans ce jeu, vous incarnez un gardien de sécurité dans une pizzeria familiale. Embauché pour 5 nuits, de minuit à 6h du matin et posté dans votre salle de contrôle, vous serez chargé de surveiller attentivement, à l'aide de vos caméras, chaque pièce du restaurant. Votre principal objectif, survivre. Très vite, vous deviendrez la proie de 4 animatroniques à l'effigie des mascottes du restaurant, cherchant à rentrer dans votre pièce et ainsi se débarrasser de vous. Bonnie le lapin, bassiste, Chica la poule, cuisinière, Foxy le renard, pirate, et enfin Freddy l'ours, le chef de la bande. Mis à part les caméras de surveillance, vous aurez également accès aux portes et aux lumières, à ne pas activer simultanément. En effet, vous devrez économiser votre batterie pour passer la nuit. C'est en quelque sorte votre barre de vie. Un jeu indépendant aux règles simples qui demande néanmoins beaucoup de gestion, non seulement du gameplay, mais également du stress. Tout le jeu est fait pour perturber le joueur, que ce soit à cause des effets sonores, des décors, des lumières presque absentes ou encore des animatroniques. L'atmosphère oppressante de Five Nights at Freddy's distrait constamment le joueur, le forçant par exemple à fermer les portes quand il ne faut pas, ou encore surveiller trop longtemps chaque pièce de la pizzeria. Mais peu importe, le joueur d'aujourd'hui adore les challenges, et le plus souvent, il aime se faire peur. Et c'est en grande partie pour cela que FNAF, abrégé ainsi, est devenu le jeu d'horreur de l'année 2014, bien que l'accueil fût assez mitigé, en grande partie à cause de ses graphismes simples et de ses jumpscares parfois prévisibles. C'est alors que FNAF eut droit déjà à une suite, Five Nights at Freddy's 2, sortie 3 mois plus tard, proposant un gameplay différent comme par exemple l'absence de porte ou l'ajout d'un masque de Freddy servant au gardien de se faire passer pour un des animatroniques du jeu. Arrive l'année suivante, Five Nights at Freddy's 3 avec son atmosphère plutôt glauque et ses jumpscares gratuits, puis Five Nights at Freddy's 4 où le jeu se déroule cette fois-ci dans une chambre d'enfant, le but étant de bien surveiller les placards, le lit et les couloirs. Five Nights at Freddy's Sister Location, sorti en 2016 où le protagoniste peut se déplacer, selon le gameplay, d'une salle à une autre. En 2017, Five Nights at Freddy's 6 Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator qui se divise en 3 phases de gameplay, dont une proposant aux joueurs de personnaliser sa propre pizzeria à partir de points qu'ils gagnent au fil du jeu, et Five Nights at Freddy's Security Bridge prévu pour 2021 où l'on incarne un enfant enfermé dans ce qui semble être un parc de loisirs ou bien une énorme pizzeria du futur, poursuivi par des animatroniques et une psychopathe déguisée en lapin blanc armé d'un gros couteau. La série connaît également quelques spin-offs ou jeux dérivés comme FNAF World proposant un concept très différent, proche du RPG, Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Simulator regroupant presque tous les personnages et les décors des précédents jeux, Five Nights at Freddy's Help Wanted qui se joue en réalité virtuelle ou encore Five Nights at Freddy's Special Delivery qui se joue en réalité augmentée sur mobile. C'est vous dire à quel point cette série de jeux marche du feu de Dieu. Tout d'abord grâce à l'existence du premier jeu ayant attiré suffisamment de joueurs pour faire parler de lui. Cet effet boule de neige devenu quasi mondial a d'ailleurs permis à certains gamers populaires comme Markiplier à finir le jeu entièrement, défi pourtant difficile à relever. Depuis, il est surnommé The King of Five Nights at Freddy's, un titre bien mérité encore aujourd'hui car, petite parenthèse, il est le joueur qu'on aime retenir, ayant achevé tous les jeux FNAF, y compris Sister Location, possédant un mode très difficile appelé Golden Freddy, un mode de difficulté que Scott Cotton lui-même n'a pas été capable de finir. Scott himself has said that he has not been able to beat 20 mode. He has not been able to beat Golden Freddy mode on very hard. And I'm imagining that he's probably pretty good at the game considering he made it. But whether that means it's impossible is up in the air, like who's to say? Bref, un mode que beaucoup de joueurs croyaient impossible, jusqu'à l'incroyable démonstration de Markiplier. What a party pooper! Puis il existe un autre point justifiant le succès de la série, à savoir son histoire. Nombreux sont les joueurs attentifs ayant découvert que Scott Cotton a volontairement caché dans son premier jeu d'horreur une histoire sombre et mystérieuse, qui sera de plus en plus développée au fil des suites.
Histoire d'un ancien gardien de nuit, tueur d'enfants, interrogé par la police puis ensuite relâché pour manque de preuves, odeur nauséabonde de putréfaction dans la pizzeria entraînant sa fermeture, les restes des enfants retrouvés dans des animatroniques, bref, je préfère m'arrêter là, les fans connaissent cette histoire mieux que moi. Et en parlant de fans, gros bordel. Fanfiction, théories, fanart, dessins animés, chansons, parodies humoristiques ou même pornographiques, les fans de FNAF n'ont pas hésité à rendre hommage au travail de Scott Cawthon à leur manière. On compte également quelques adaptations comme The Joy of Creation, de piètres imitations comme Five Nights at Candy's ou encore Whose Nights at Rachel's, ou même des parodies mettant le plus souvent en scène des personnages de la pop culture comme Bob l'éponge, Mickey, My Little Pony et j'en passe. Mais ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse par contre, ce sont les adaptations en film. Nous avons eu droit à quelques petits courts-métrages plus ou moins intéressants publiés sur le net, jusqu'au jour où la Warner annonça en 2015 avoir acquis les droits d'exploitation de la licence pour une véritable adaptation au cinéma. Hélas pour les studios, la réalisation de ce projet ne fut pas de tout repos, pour la simple et bonne raison que Scott Cawthon s'est montré très exigeant, notamment face aux différents scripts qui lui ont été proposés, dénaturant selon lui trop l'univers de FNAF. Ce à quoi il n'hésita pas à tout jeter à la poubelle. Du coup, au bout d'un moment, Warner Bros en avait plein le cul et décida de passer le flambeau au studio Blumhouse en 2017, jugé par Scott comme étant l'une des meilleures maisons pour produire de bons films d'horreur, voire la maison idéale pour tourner son film. Là aussi, plusieurs scénarios ont été mis de côté, à la petite exception du projet Mike qui interpella le développeur. Après presque 6 ans de réflexion, le tournage de Five Nights at Freddy's, le film, peut enfin commencer, et serait réalisé par Chris Columbus, connu pour son travail à travers d'autres films comme Maman j'ai raté l'avion, Madame Doubtfire, Harry Potter, Pixels ou encore Gremlins en tant que scénariste. Sauf que ben non, aux dernières nouvelles, Chris n'est plus réalisateur de l'adaptation. Le tournage prévu pour cette année sera donc repoussé, ou pire, n'aura jamais lieu. Cependant, durant ces 3 dernières années, quelques films inspirés directement ou indirectement des jeux FNAF ont tout à coup fait surface, à croire que les histoires d'animatroniques tueurs ont quasiment influencé le monde du cinéma d'horreur plus que l'on ne peut imaginer. On a eu par exemple la sortie du très sympathique Child's Play, la poupée du mal, qui participe en quelque sorte à cette influence. Dans ce reboot de jeu d'enfant, premier film de la saga Chucky sorti en 1988, il n'est plus question de tueur en série qui pratique le vaudou pour enfermer son âme dans une poupée. Non, maintenant il est question d'un animatronique qui connaîtra un dysfonctionnement, le rendant alors violent et sanguinaire. Il y a également le court-métrage signé Jack Bishop et Justin Ninjm, The Hug, réalisé en 2018 à l'occasion d'un concours Hulu spécial Halloween, mettant en scène un animatronique sous la peau d'un panda anthropomorphe qui aime les gros câlins. Sauf que sous ses airs gentillesses se cache un véritable monstre mangeur d'enfants. N'ayant pas été retenu comme étant le meilleur film, The Hug a pourtant attiré la curiosité de nombreux spectateurs, plus particulièrement les fans de FNAF bien évidemment. Ce qui fut également le cas pour 2 longs métrages sortis de nulle part, à commencer par l'adaptation d'un show familial américain, possédant d'ailleurs un thème musical emprunté par un célèbre chanteur de reggae jamaïcain. The Banana Splits Movie est une comédie horrifique réalisée par Danishka Esterhazy, scénariste et réalisatrice canadienne, adaptée donc de la série pour enfants produite par la société Hanna-Barbera, qui, entre parenthèses, existe également en petit dessin animé. Le film met en scène le petit Harley fêtant son anniversaire. Accompagné de ses parents, de son grand frère et de sa camarade de classe, il assistera à l'enregistrement de son émission favorite The Banana Splits. D'autres spectateurs assisteront au show, comme un couple de streamers aux 218 followers se prenant pour des stars du net, ou encore ce père cherchant à auditionner sa fille pour la gloire et la célébrité. What you gonna do with all that junk? All that junk inside your trunk? Stop! That is disturbing. Élément perturbateur du film, le nouveau vice-président de la programmation du studio annonce sans pression à la productrice l'annulation de l'émission après que le tournage ait pris fin, ce qui entraînera un dysfonctionnement chez les Banana Splits, nous y reviendrons, les poussant alors à commettre des actes les plus horribles. Pour résumer cela avec des mots gentils, ketchup, charcuterie, raclette, tripes de veau. Bien qu'il ne s'agisse pas là d'une adaptation filmique de la série de jeux FNAF, nous pouvons cependant y retrouver quelques similitudes assez troublantes. Tout d'abord, le film est produit par Blue Ribbon Content et donc distribué par la société mère Warner Bros, comme par hasard. Concernant la bande de mascottes, les Banana Splits, qui dans la série d'origine sont incarnés par des comédiens costumés, sont dans le film remplacés par des animatroniques. D'ailleurs, c'est assez drôle de les voir en action, car il faut le dire, on n'est pas dupe, ces animatroniques sont de nouveau incarnés par des acteurs en costume, mais possédant chacun une très mauvaise imitation de robots. Ce qui au passage ajoute au film une flagrante incohérence, leurs mouvements sont tantôt rigides, tantôt fluides, tantôt mécaniques, tantôt naturels.
Et dernier point à souligner, qui est à prendre avec des pincettes, à un moment du film, le petit Harley, fan des Banana Splits, réussira à convaincre son personnage préféré Snorky à se détacher de son côté sauvage. Un petit lien d'amitié se crée alors entre le garçon et le robot, ce qui rappelle assez curieusement un de ces fameux scénarios que la Miss Scott aurait jeté à la poubelle, à savoir le projet Pawn Shop, jugé trop enfantin et pas assez horrifique, avec un esprit, je cite, un garçon et son animatronique. Je ne sais pas si ce projet est né de la Warner, cela dit, la coïncidence est plutôt intéressante. Après The Banana Split Movie arrive un autre film, parti pour être une fidèle adaptation des jeux FNAF. Sauf que pour des raisons de droit, le film eut droit à quelques modifications. Willy's Wonderland est une comédie horrifique d'action réalisée par Kevin Lewis, petit réalisateur qui n'avait rien réalisé depuis plus de 10 ans, et produit entre autres par Nicolas Cage, sans qui, il faut le souligner, le film n'aurait jamais vu le jour. Tout a commencé avec ce qu'on appelle la Blood List, une enquête créée en 2009 par la productrice Kaylee Marsh, permettant de mettre en lumière les meilleurs scénarios d'horreur, de thriller et de science-fiction n'ayant pas encore été produits. C'est en partie grâce à ce genre d'enquête que des projets comme The Voices, Maggie ou encore Bird Box ont eu droit à leur diffusion en salle. Pas tous d'excellents films, on est bien d'accord. Puis en 2018, un scénario signé J.O. Parsons attira l'attention de Nicolas Cage. Ce scénario, écrit à la base pour un court-métrage intitulé Willy's Wonderland et réalisé par Parsons lui-même, deviendra au final un long-métrage avec Nicolas Cage en tête d'affiche. L'acteur y incarnera un homme à tout faire, sans nom et sans ligne de dialogue, qui connaîtra un malheureux incident de la route à quelques kilomètres de la petite ville de Hayesville, où il rencontrera un propriétaire d'un restaurant familial nommé Willy's Wonderland, fermé depuis longtemps. Cage sera chargé d'y passer la nuit à nettoyer les lieux de fond en comble, en échange des réparations de sa voiture pour le lendemain. Vous vous en doutez, la nuit ne sera bien évidemment pas tranquille, car les animatroniques occupant encore le restaurant prennent vie un par un et deviennent de plus en plus agressifs, transformant alors notre héros en une véritable machine à tuer. Et comme les scènes de baston ne suffisent pas, le film fait le choix de mettre également en scène une bande d'ados dotée d'un coefficient intellectuel évident, pénétrant les lieux, tentant de mettre un terme à la malédiction de Willy's Wonderland. Mais comme c'est un film d'horreur, ces imbéciles se feront massacrer un par un. Les fans de FNAF l'auront compris, les points communs avec la série de jeux sont flagrants. Et encore, je ne vous ai fait part que du résumé du film. Il est question d'un homme muet qui se bat pour sa survie en une nuit dans un restaurant délabré, affrontant des animatroniques vivants, presque tous à l'image d'animaux anthropomorphes. Mais des points communs, il y en a plein d'autres. Je vous parlais de malédiction, et bien dans Willy's Wonderland, il est question de tueurs d'enfants déguisés en mascotte du restaurant, d'odeurs suspectes, d'enquêtes policières et de transfert d'âmes de vivants à des entités inanimées. Dans le film, ce sont des tueurs en série volontairement sacrifiés qui pratiquent ce genre de rituel à partir de méthodes satanistes, rendant alors les animatroniques agressifs. Ce qui n'est pas le même cas pour la série de jeux FNAF qui, elle, parle de transfert d'âmes d'enfants tués aux mascottes de la pizzeria. Des enfants ressuscités qui cherchent à se venger en tuant chaque gardien de nuit se trouvant sur leur territoire. En continuant avec les points communs entre le film et les jeux, parce qu'on n'en a pas encore fini, il y a cette courte scène d'un animatronique dévorant ce pauvre petit garçon, ce qui peut rappeler aux fans de FNAF une anecdote très célèbre partagée des centaines de fois sur le net. Was that the bite of 87? Et enfin ces séquences avec Nicolas Cage jouant au flipper durant ses temps de pause bien mérités, souvent interprétées comme une référence aux phases de mini-jeux présents entre chaque niveau où chaque nuit passe à la pizzeria, et cela depuis Five Nights at Freddy's 2. Et voilà, nous avons fait à peu près le tour, reste plus qu'à attendre la sortie du très attendu film. Cela dit, je n'ai pas encore fini ma pause. On parlait tout à l'heure des exigences de Scott Cawthon, ne souhaitant pas qu'on dénature trop son jeu, que selon ses dires, si aucun scénario ne lui plaisait, il n'y aurait tout simplement pas d'adaptation. Cela remet sérieusement en question le degré d'implication que devrait avoir l'auteur de l'œuvre originale dans l'adaptation. I told the illustrator I did not like the facial hair, but she chose to ignore me. Now this time around, this is my film and I shall have my way. Un chemin très épineux, vous allez me dire, bien que je considère à titre personnel qu'une adaptation doit être une nouvelle œuvre et non pas une transposition filmique. Mais pour le cas de Scott, ça se discute. Lui-même aurait tenté, sans succès, d'écrire un scénario basé de son propre roman, The Silver Eyes, partant du principe qu'il aurait été difficile pour lui de partager sa vision et sa façon de faire à un scénariste, disons, suffisamment attentif. Et ça se comprend, il sait pourquoi ces jeux ont marché et sait comment satisfaire son public. Question, est-ce que le film sera bon ? Ça, c'est une chose que l'on peut se permettre de douter, étant donné que de bonnes adaptations de jeux d'horreur en films d'horreur, il n'y en a quasiment pas. Je dis bien quasiment, car la seule bonne adaptation que l'on aime retenir, c'est Silent Hill de Christophe Gans. Espérons alors que ce fameux projet Mike, Five Nights at Freddy's le film, ne sera pas retenu comme étant une piètre adaptation comme Resident Evil, Doom, House of the Dead ou encore Alone in the Dark, qu'il soit beaucoup mieux et plus original qu'un Banana Splits Movie ou un Willy's Wonderland. C'est tout ce que je souhaite pour Scott, ainsi qu'à tous ses compagnons. Bon,
Bah c'est pas tout ça, mais il faut que j'y aille, hein. Merci d'être passé, hein, bien qu'ils soient un peu tard. Normalement, je devrais vous signaler, mais bon, faut que ça reste entre nous, hein. Allez, à bientôt et passez une très bonne nuit.